Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du mardi 28 juin 2022. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Pour rappel, demain nous avons toujours le webinaire avec Vamfibo à 15 heures pour assister à la session US et avoir un plan de trading euh, et des prises de trade en temps réel si bien évidemment les conditions sont réunies. Malheureusement, la semaine dernière, on avait dû annuler à la dernière minute ce webinaire car Vamfibo a eu un imprévu. Mais normalement, cette semaine, tout devrait reprendre comme d'habitude et donc je vous donne rendez-vous demain à 15 heures pour ce webinaire. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de vous inscrire comme d'habitude. Je vous mets le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Alors, ce matin, globalement, on tente de poursuivre ce rebond un peu en Europe. On est dans le vert. Hier, on a marqué une pause à Wall Street. On manquait de catalyseur. On a terminé, je dirais, en légère baisse. Après, quand même, un joli rallye. Petite baisse, tout simplement, l'absence de catalyseur pour prolonger le puissant rebond de la semaine précédente. Alors que les inquiétudes, quand même, liées à l'inflation et au resserrement de la politique monétaire de la Fed n'ont pas disparu pour autant, hein. La toile de fond, elle, n'a guère évolué. Dans la foulée, on a quand même eu les taux obligataires qui sont remontés assez nettement, signe toujours que Wall Street s'attend à une hausse des taux d'intérêt dans les mois à venir. Et effectivement, le rendement des emprunts d'État américains à 10 ans est ressorti à 3,20 contre 3,13 vendredi. Donc ça, pareil, encore une fois, si le rendement des emprunts d'État américains à 10 ans continue d'accélérer au cours des prochains jours, ça risque une nouvelle fois de fragiliser l'indice des valeurs technologiques, le Nasdaq. Maintenant, on constate quand même qu'à l'approche de la fin du mois de juin, eh bien, les trois grands indices sont sur le point d'enregistrer un deuxième repli trimestriel consécutif pour la première fois depuis 2015. Donc on a toujours des marchés qui restent fragilisés et sous pression. Maintenant, en Europe ce matin, on a quand même eu des bonnes nouvelles en provenance de Chine, ce qui permet de prolonger un peu ce rebond sur le CAC, même si ça reste un peu timide. On a eu des nouvelles rassurantes sur l'évolution de la situation sanitaire en Chine et on a aussi le discours très attendu de Christine Lagarde, mais pour l'instant, ça n'a pas vraiment fait bouger les marchés. En revanche, les marchés chinois, eux, ont terminé en nette hausse après les déclarations de la Banque populaire de Chine, réaffirmant tout simplement sa politique accommodante. Effectivement, hein, la Chine ne veut pas fragiliser son économie en relevant les taux, préfère garder une politique accommodante et soutenir l'économie. Donc ça, c'est un bon point pour éviter vraiment un ralentissement économique mondial trop important. Et surtout l'annonce d'un raccourcissement de la durée de la quarantaine pour les étrangers arrivant dans le pays. Effectivement, on avait quand même des opérateurs un peu nerveux dernièrement sur les nouveaux cas de Covid, le long lockdown qu'on a vu à Shanghai il y a quelques semaines. Et effectivement, on s'inquiétait de savoir si, avec de nouveaux cas, l'économie chinoise pouvait de nouveau se refermer. Bon, là, on a une souplesse de la part du gouvernement chinois. Donc, des nouvelles à court terme rassurantes en provenance de Chine. Maintenant, on a quand même des indicateurs clés à surveiller à partir de demain, oui, à partir de demain jusqu'à vendredi, notamment le discours de Jérôme Powell qui est attendu demain. Dans la partie macro, est-ce qu'une récession aux USA est-elle inévitable? En tout cas, c'est la question actuellement que beaucoup se posent. Si certains jugent que le pic d'inflation a été atteint, ce qui devrait permettre aux autorités monétaires de modérer leur discours, c'est ce que price un peu les marchés actuellement. D'autres estiment au contraire que l'inflation est structurelle et durable et que l'action justement des banques centrales va provoquer une récession, notamment aux États-Unis,
où la probabilité est quand même la plus élevée. Donc effectivement, ici, on a un peu deux écoles. Euh, Effectivement, j'estime que cette hausse de taux est provisoire. Les banquiers centraux ne pourront pas garder cette cadence sans effectivement provoquer une violente récession. Néanmoins, ils ne peuvent pas se permettre de lever le pied trop rapidement car l'inflation pour l'instant ne ralentit pas. Donc, euh, comme d'habitude, il faut trouver le juste équilibre pour relever les taux, faire diminuer l'inflation sans provoquer de récession. Donc après, vous voyez ici on a un peu la balle au centre, la probabilité d'une récession au cours des 12 prochains mois, elle est de 50% actuellement. En 2022, les marchés price une récession aux alentours de 50% aux États-Unis pour les 12 prochains mois. La deuxième grande question aussi qu'il faut se poser, c'est oui, récession, pourquoi pas? Je pense potentiellement qu'on va rentrer en récession, effectivement, hein, 2 trimestres consécutifs de baisse d'un point de vue du PIB, et bien effectivement on rentre en récession. Mais est-ce qu'on va avoir une récession ultra violente, avec, comme on peut l'entendre un peu partout, une grande dépression derrière, ou une récessionnette? Voilà, une petite récession assez courte, et les banquiers centraux derrière, une fois qu'ils auront estimé qu'ils en ont fait assez dans le resserrement monétaire, vont faire marche arrière pour éviter justement que cette récessionnette ne se transforme en grosse récession. Et donc personnellement, en tout cas c'est mon avis, je serais plutôt sur ce scénario-là. Voilà, on risque d'avoir une contraction de l'activité, de la croissance, avoir plusieurs trimestres consécutifs de baisse, mais pour autant, je vois mal les banquiers centraux laisser le château de cartes s'écrouler complètement. Voilà, tôt ou tard, comme en 2018, ils feront volte-face. Donc voilà en tout cas mon opinion pour les prochains mois. Ici, on voit justement le sentiment de marché qui est assez intéressant. C'est quelles sont les raisons selon vous qui fait que la Fed marquera une pause en 2022? À partir de quand finalement la Fed, quel élément, quel catalyseur fera que la Fed pourra enfin se dire stop, on en a fait assez, on marque une pause, on va se laisser du temps et on verra si oui ou non il y a besoin de continuer notre resserrement monétaire et de nouvelles hausses de taux à venir. Donc là finalement, selon les opérateurs, voilà, les trois conditions, on l'a souvent évoqué, c'était le fameux Fed Put. Si le S&P passe sous les 3500, effectivement on serait quasiment sur une baisse de un peu plus de 25-30%, ça pourrait faire mal, mais bon, c'est pas le gros élément, et là pour le coup c'est l'inflation. Si l'inflation commence à tomber sous les 4%, effectivement la Fed pourra commencer à lever le pied. Bon, on attend 4% quand même à partir de 2023. Là, les prévisions d'inflation fin 2022, c'est 6,7. Au mieux, je crois, c'est 6,7, 6,3. Donc 4%, ce serait pas avant le premier trimestre 2023. Donc voilà un peu les conditions où si effectivement le taux de chômage explose aux États-Unis. Donc voilà les trois conditions et les éléments qu'il va falloir regarder. L'inflation, si on a un pic et qu'elle descend drastiquement sous les 4%, alors là on aura le signal comme quoi les banquiers centraux estimeront qu'ils en ont fait assez. Si le taux de chômage explose, effectivement là la récession pourrait être violente aux États-Unis. Et là en fait c'est juste tout simplement si le château de cartes s'écroule un peu trop vite, un peu trop fort. Effectivement, si on commence à perdre 40%, je pense que les banquiers centraux se poseront des questions et ajusteront le tir pour les mois à venir. Côté technique maintenant. Alors le CAC, on a une belle zone qui m'intéresse pour vendre effectivement. Maintenant, j'ai du mal à être vendeur tant qu'on n'a pas comblé ce gap complètement. Voilà, pour moi on a une très belle zone, effectivement on peut très bien se faire une très belle mèche, puis clôturer en hebdomadaire. Mais en fait, tant qu'on ne repasse pas cette zone des 6150, 6100 en données et en clôture hebdo, j'estime toujours que les vendeurs gardent la main. Voilà, c'est les fameux plus hauts pré-Covid et 2007.
Pour moi, c'est le pivot clé. Vous voyez ici, paf, on a clôturé en données hebdomadaires, derrière c'est reparti. Là on a gapé, c'est un rebond. Mais besoin de transformer l'essai pour confirmer ce rebond et se dire ok, on aura peut-être une reprise haussière un peu plus profonde derrière. Pour l'instant, j'estime qu'on est dans un rebond, on peut très bien faire une mèche, clôturer et retomber derrière sur les 5007. Donc là, effectivement, le CAC devient presque intéressant. Mais pour mettre en place un plan vendeur, les niveaux qui m'intéressent sur le CAC, c'est effectivement les 6300. C'est un très beau niveau, c'est les 61,8 et quasiment les 50. Là actuellement on travaille les 38,2, mais l'idéal selon moi ce serait de venir combler ce gap, peut-être aller chercher un peu plus haut pour ensuite tenter une vente. Voilà. Actuellement, ça tient. On travaille quand même toujours cette EMM50. L'objectif du double creux n'a pas été atteint. Pour rappel, on a un objectif aux alentours. Hop. On va essayer de prendre ici. Des 50%. Vous voyez, ce serait quasiment les 50%, le comblement du gap. Donc effectivement, j'aimerais tenter une vente sur le CAC un peu plus haut. Sauf si ça cale vraiment ici et qu'on forme un double top en données 4 heures. Donc là, à surveiller. On est sous une zone, mais je verrais bien un excès haussier pour aller chercher l'objectif, combler le gap, et ensuite on retombe et on fait une clôture hebdomadaire sous les 6100 et donc sous notre zone, et par conséquent, les vendeurs gardent la main. Là, en données horaires, voilà le plan de court terme, c'est soit le double top ici, vous voyez, soit le range à venir, et donc consolidation. Si on le casse par le haut, on va chercher notre objectif théorique, on comble le gap et on cherche des signaux de retournement. Et si malheureusement on ne parvient pas à aller plus haut et qu'on retombe à la baisse et qu'on casse ce niveau, dans ce cas-là, sûrement un signal technique de vente pour retourner sur les 5950. Donc voilà un peu le plan que j'ai, mais je suis plutôt intéressé par des ventes maintenant sur le CAC plutôt que des achats, mais l'idéal ce serait de l'attraper un peu plus haut. Là pour l'instant, je suis pas on est sur un bon niveau, mais je l'attends un peu plus haut. Voilà. J'aimerais que le marché nous fasse ça proprement, vienne combler ce gap avant de repartir. Le DAX c'est toujours le range. Vraiment fébrile l'indice allemand, je trouve. C'est vraiment l'indice le plus faible. Donc effectivement, si vous êtes vendeur, allez sur le DAX. Vous voyez que dans toute la baisse, l'indice a retracé que 23,6, alors que le CAC a retracé 38,2. Et je l'attends au mieux sur les 50. Donc effectivement, si vous êtes vendeur, on vend l'indice le plus faible, à savoir le DAX. Si vous êtes acheteur, vous achetez l'indice le plus fort. Actuellement, dans le rebond, c'est le Nasdaq et ensuite le Dow Jones. Maintenant, le DAX, oui, c'est un range. Voilà, on a un petit range ici qui est en train de se former depuis plusieurs séances. Et donc je pense qu'il faut continuer en fait à travailler ce range, surveiller des chandeliers de retournement sur la borne haute, sur la borne basse. Là, pareil, je me dis, bon, j'ai ce petit gap ici, trou d'air, on pourrait avoir un excès et venir, j'aimerais bien qu'on monte un peu, combler ce gap proche de la MM 4 heures pour tenter de nouveau une vente. Donc intéressé par des achats si on retombe sur les 12 940. Et plutôt des ventes proches de la borne haute, du gap et de la moyenne mobile 4 heures. Pour en fait trader cette phase un peu de trading range qu'on a depuis plusieurs séances maintenant sur l'indice allemand. Voilà, et donc si on casse la même 4 heures derrière, effectivement, pourquoi pas aller chercher ce gap là, mais pour l'instant je trouve que le marché ça manque de relais acheteurs très clairement, ça manque un peu de conviction et on sent que l'indice a du mal à rebondir, donc on reste quand même bloqué sous des gros niveaux de résistance. Par conséquent voilà, ça reste l'indice le plus faible et donc voilà, je privilégie des ventes tant qu'on ne casse pas les gros niveaux. Le Dow Jones,
Le Dow Jones, je l'attends un peu plus haut, ça commence à devenir intéressant. Peut-être sur les 61,8 de retracement, là on a cassé. Si je mets l'Ishimoku, bon, on est prisonnier entre 50 et 61,8, je suis assez neutre. Euh, pour l'instant, ça reste haussier, on n'a pas de dégradation. On est toujours dans un joli rebond. Bon, le marché avait besoin de reprendre un peu son souffle, on a fait une petite séance de baisse, ça a permis un peu aux indicateurs de se dégonfler, mais ça reste haussier. Et je l'attends un peu plus haut pour vendre. Voilà, là en tout cas sur le cash, en données horaires, données 4 heures, j'ai pas grand chose. Ce qui m'intéresse un peu plus maintenant, effectivement, c'est en données voilà, daily. Effectivement, on devrait. Les futurs sont dans le vert, donc effectivement, on devrait euh, potentiellement poursuivre ce rebond. Et bon, j'aimerais avoir le Dow Jones à la vente un peu plus haut. Euh, j'ai une zone de prix, je vais enlever l'Ishimoku pour que ce soit un peu plus propre. Voilà. J'ai une zone de prix qui m'intéresse par ici. Tac. Par ici. On n'est pas loin des 61,8. Résistance, pullback. Proche des 61,8, proche d'une oblique. Bon, c'est à la vente en tout cas, la zone qui m'intéresse, c'est ici. 32 000, 31 900. Donc pour l'instant, pas envie d'être vendeur. On peut prolonger ce rebond. Un objectif majeur a été atteint avec notre divergence, mais trop tôt, je trouve, pour vendre en tout cas. Mais si on monte sur ce niveau-là, peut-être si on parvient à combler ce gap, en tout cas, c'est voilà. La zone de vente qui m'intéresse, c'est cette zone chaude qui est juste ici pour le Dow Jones. Ouais, vous voyez, c'est les 31 960, pareil, si je mets mon... Là on est sur les futurs, mais si je mets mon Fibo, ça va me donner les 61,8. Ce beau niveau de résistance, de petite zone de polarité qu'on a. Derrière, hop, la MM50 qui fait quand même bien le job, qui devrait s'aligner sur ce niveau. Donc en fait on a une belle zone de convergence et donc je pense que, je sais pas en swing, mais à mon avis à court terme déjà, il y a une possibilité d'avoir un joli trade en intraday pour jouer un repli, déjà dans un premier temps. Mais donc l'idéal c'est de l'attendre un peu plus haut encore, 400 points, j'aimerais bien qu'on prenne encore, ouais, 200, 300 points pour commencer à mettre en place une stratégie vendeuse, car actuellement je trouve que c'est encore un peu trop tôt. Voilà, on consolide, on a un range ici de consolidation. Et donc si on sort par le haut, l'idéal c'est d'aller chercher ma zone haute, mon oblique, et là ensuite commencer à chercher une stratégie vendeuse. L'euro-dollar, bon, toujours dans le range 4 heures, presque envie de mettre en place une stratégie vendeuse, mais c'est vrai que la bougie du jour devient intéressante. J'aime bien J'aurais aimé qu'on tape un peu plus haut, vraiment, qu'on vienne chercher là 1,0630 avant de retomber. Là, ce qui me dérange, c'est qu'effectivement, ça me plaît bien la configuration, l'échec sous M50 avec un début d'avalement. L'élément qui me contrarie un peu, c'est le fait qu'on soit sur un support. Et ça, j'ai beaucoup de mal quand même à anticiper la cassure d'un support. Étant donné qu'on est dans un range 4 heures, j'ai peur de me prendre des portes de saloon en anticipant une cassure qui n'aura pas lieu et un marché qui va remonter, qui pourrait me sortir sur marge d'arrière. En tout cas, ça c'est l'élément euh, qui me chagrine un peu. Maintenant, la configuration reste propre, effectivement. J'aime bien ce qu'on est en train de faire ici. Cet échec sous M50, j'aurais aimé qu'on fasse un peu plus haut. Début d'avalement, mais d'un autre côté, en données 4 heures, je suis pas. Bon, pareil, j'ai du mal à être vendeur ici avec la MM50 qui remonte juste avant le support. C'est délicat. C'est franchement délicat. On est toujours dans le range. Là, je l'ai ajusté en prenant les mèches. Bon, je pense qu'il serait préférable d'avoir un bel avalement baissier qui confirme la cassure de la MM50 et du support et de se dire ok, bon, on a eu un bel avalement baissier sur MM50, bande basse du canal,
on rate une partie du mouvement, mais au moins la confirmation est complète et derrière on peut placer un stop loss juste au-dessus. Pour l'heure, plutôt envie d'être baissier, mais j'estime que c'est encore un peu trop tôt. Donc à confirmer en clôture, mais si effectivement on continue cette dégringolade et qu'on accélère à la baisse, et qu'on confirme vraiment un bel avalement baissier, alors oui, pourquoi pas mettre en place une stratégie vendeuse avec un stop loss juste au-dessus. Voilà, par ici, vers les 1,0650 pour viser de nouveau un retour sur les 1,0350. L'euro-yen, c'est tendu sur l'euro-yen. J'attends de voir. Le plan n'est pas invalidé toujours. On peut de nouveau faire un double top à l'intérieur d'un range. Dans le sens où ici on a un début de double top. De nouveau. Donc si on casse les plus bas ici, on casse le milieu de range et ça nous offre une opportunité pour aller chercher le bas de range. Donc ça c'est le premier point. Notre étoile doji du soir est toujours vivante en soi, elle n'a pas été invalidée. Pour moi c'est clôture au-dessus des plus hauts. Et donc on ira chercher le stop loss. Là pour l'instant ça tient. Deuxième élément que j'aime bien, et donc j'attends la confirmation d'ici 2 heures, c'est ça. Là, on est de nouveau sur une étoile du soir, en cours de confirmation. Belle bougie, haut de range, doji, belle bougie à la baisse. Si on clôture là-dedans, on peut avoir un chantier de retournement. Et donc, de nouveau, un potentiel pic. Et derrière, si ça se confirme et qu'on retombe sous les plus bas ici, à la clé, un joli double top 4 heures qui pourrait nous renvoyer sur la bande de base du range. Donc voilà le plan. C'est le seul élément actuellement qui pourrait ne pas invalider notre plan baissier sur l'euro-yen. Donc j'ai envie d'y croire tant que ce n'est pas invalidé. Donc, à confirmer, effectivement, si ça se confirme, peut-être que certains pourront même tenter une vente s'ils ne sont pas rentrés, si on a un beau chandelier ici qui se confirme à la clôture d'ici 3 heures. AUD NZD. Là, pareil, j'aime bien la configuration, ça reste haussier, on a un joli double creux qui vient de se confirmer. On est posé sur support. Vous voyez ici, on a vraiment une très belle zone de support. On a pris appui dessus, on tente de repartir, finalement on consolide. Et là, j'aime bien la stratégie du double creux. Petite position plutôt, mais pourquoi pas tenter ce double creux avec un stop loss. Voilà. Ça fait un ratio de 1 pour 1, mais placer le stop loss ici. Pour retourner sur les plus hauts. Là, j'aime beaucoup la bougie, qui est belle, impulsive, flux directionnel, qui rebreak la M50, prise d'appui sur support après consolidation, double creux en données 4 heures qui vient de se valider, et donc je pense qu'un stop loss sous les plus bas, par ici, ça peut être pas mal. À protéger très rapidement, l'idéal c'est peut-être d'avoir un pullback si possible. À protéger rapidement, mais et viser les 1,1142. Voilà, vraiment un petit trade assez réactif, pas un énorme ratio, mais je trouve que la configuration est belle sur ce support, donc libre à vous de sélectionner ce plan ou non. Le gold. Bon, toujours rien sur le métal jaune. C'est le calme plat. Toujours pas d'opportunité, rien n'a changé, on est au même stade, on bloque toujours sur les gros niveaux clés, que ce soit d'un point de vue de l'Ishimoku, des composantes avec les moyennes mobiles ou des prix, tout simplement. Donc là, pas grand chose, rien à faire malheureusement sur ce marché, à l'achat
comme à la vente, je trouve que c'est prendre des risques pour pas grand chose, étant donné qu'on n'a pas un marché directionnel ni flux, et qu'on n'a pas non plus un beau range qui permet de trader complètement les rotations de la borne haute vers la borne basse, et vice versa. Là, pour l'heure, c'est un peu brouillon. Ça reste brouillon. Et l'idéal, c'est quand même d'intervenir sur des seuils d'intervention. Et pour l'instant, on n'y est pas. Donc le plan n'a pas changé, trop d'obstacles au-dessus de la tête pour payer à l'achat sereinement en se disant ça va le faire. Pas du tout. L'idéal, encore une fois, est d'avoir une marge de manœuvre et donc payer sur une zone de support pour pouvoir se protéger rapidement, mettre à break-even. Et si on a un départ de flux, tant mieux, on est dans le train, on remonte les stops et on accompagne le départ de flux et cette tendance. Pour l'instant, voilà, c'est des prévisions. Mais on n'en est pas encore là. Donc le début du plan, c'est plutôt de chercher une zone de support intéressante pour de nouveau travailler l'actif à l'achat dans l'espoir d'avoir une sortie de range par le haut derrière. Voilà. Donc 1806, 1810, je suis pas fan, mais c'est le niveau de support intermédiaire. L'idéal, ce serait toujours quand même un retour vers les 1795, 1800. Donc pour l'instant, le plan n'a pas changé. Vous connaissez les grandes lignes. Il faut juste être patient et aller sur d'autres actifs car ici, c'est un encéphalogramme plat. Le Brent, le pétrole, je suis franchement tiraillé entre des signaux contraires. Je suis assez neutre, très honnêtement. La lecture est difficile. Voilà. Des fois, on a des classes d'actifs où on a une lecture assez facile du marché. Et là, en ce moment, le pétrole, je trouve capricieux dans les signaux contraires qu'il m'envoie sur les unités de temps hebdomadaires et daily. Donc, d'un côté, sentiment qu'on a un range ici, avec un chantier de retournement, l'étoile du soir qui s'est confirmée. Bon, on a du mal à aller chercher un peu plus bas, mais signal baissier en données hebdomadaires, et d'un autre côté, le signal haussier qu'on a eu vendredi semble vraiment se confirmer. Le signal haussier, c'est, voilà, vous voyez, on a fait un petit gap baissier, avalement, et derrière ça repart et on casse les 5,1455. Donc, vraiment balle au centre, à tous les coups, on a retracé les 50% en plus de la baisse. Ouais, on est presque sur les 61,8, on est un peu plus haut que les 50. Mais tiraillé entre voilà, le gros signal baissier qui nous indique potentiellement que le pétrole est en train de faire un sommet et qu'on pourrait consolider dans un énorme range, et à plus court terme, voilà, le chantier de retournement, et on reprend la M50, on casse qui joue, on recasse 5,1455, Chikou est libre, et en fait il y a de la place pour retourner sur les 121. Donc vraiment assez neutre sur le pétrole, je préfère rester à l'écart quand je suis pas sûr de moi, quand j'ai pas forcément la meilleure lecture. Et donc actuellement c'est le cas sur le pétrole. Voilà, je trouve qu'on a des signaux contraires, ce qui fait que ça rend la lecture du marché un peu plus compliquée. Le light, c'est pareil. C'est pareil, on avait le chantier de retournement en données hebdomadaires, on a eu l'avalement ici, là ça repart, on reprend la MM50, on brise les 108,35. Il n'y a pas grand chose ensuite derrière en fait, c'est pas les gros niveaux, c'est vraiment 116, 121, 108. Bon là c'est un peu arrêté au milieu de nulle part, mais voilà, pour moi les zones clés, elles sont notées là, où le marché vraiment réagit. Et là, effectivement, si on confirme de nouveau la cassure de ces MM50, on peut avoir un début de reprise en V-bottom, et derrière, de nouveau, aller chercher les 116, puis les 121. Bon, range en tout cas, mais pareil, si on rentre dans un état de range, on risque d'avoir un range assez complexe et larvé, avec des fausses rotations complètes. Voilà, donc ça, c'est un élément qu'il faudra prendre en compte pour plus tard. Si on doit travailler ce range, on risque d'avoir un range vraiment pas très beau, pas très simple à trader,
car à mon avis, on peut avoir, et on aura surtout, des supports et des résistances à l'intérieur de ce range, ce qui fait qu'on peut avoir des mouvements un peu brusques, erratiques, incomplets, ce qui rendra le trading difficile sur cette classe d'actifs. Les cryptos, c'est mou, c'est franchement mou. Le plan n'a pas changé, c'est toujours le même, il n'est pas invalidé, quoique la divergence, effectivement, j'aime pas. Bon, on a une micro épaule tête épaule qui s'est confirmée en données horaires. Ici. Ça, c'est l'élément qui me dérange un peu. Épaule, tête est belle. Pullback, ça reprend. Bon. À surveiller. On parlait effectivement de l'épaule tête épaule inversée que beaucoup ont évoqué. On pourrait être sur un pullback, vous voyez, de cette épaule, tête, épaule inversée, premier pullback, deuxième pullback sur l'oblique, ça semble repartir. Bon, en tous les cas, je pense qu'il faut remonter le stop loss à break-even pour celles et ceux qui étaient rentrés de toute façon sur la divergence. Il me semble qu'hier, on a remonté le stop. J'ai juste oublié d'enregistrer ma session. Du coup, j'ai pas sauvegardé les derniers changements. Mais celles et ceux qui sont rentrés sur la divergence qui a été validée ici, sur cette bougie-là, mettez votre stop à break-even. Voilà. Le stop est plutôt bien placé, on est sous ce petit creux-là. Mais quand ça part pas, il ne faut pas insister. Il ne faut pas rester en mode espoir. On remet à break-even. Si ça doit retomber, eh ben ça retombera. On cherchera de nouveau des entrées. Si ça part, eh bien, au moins on est plutôt serein. Si ça doit mettre le temps qu'il faut avant de repartir, pourquoi pas, mais généralement, voilà, quand on a une divergence, des signaux haussiers, c'est censé repartir assez vite. Et là, plus la divergence, on a plutôt le sentiment, je peux me tromper, hein, mais le sentiment d'avoir une divergence qui marque plutôt une stabilisation plutôt qu'un retournement de court terme. Voilà. Généralement, les divergences, ça part assez rapidement. Quand ça commence à partir et puis qu'on végète trop longtemps, ça dysfonctionne derrière. On avait la même sur l'Ethereum ici. Vous voyez? Là, exactement la même. Belle divergence, tac, tac, ça part, c'est validé, on végète, on remonte un peu et boum. Et dès que ça met trop de temps, bah, généralement ça va dysfonctionner derrière. C'est voilà, c'est un aspect de la divergence à maîtriser. Et là j'ai le sentiment que c'est un peu préparé. Donc je peux me tromper, ça peut aussi parfois partir, hein, c'est des probabilités avant tout. Mais plus on va se stabiliser, plus il y a de chances qu'elle dysfonctionne et qu'on retombe sur les niveaux de support. Donc remontez votre stop à break-even. Si ça passe, tant mieux. Objectif 24 000, 25 000 dollars. L'Ethereum, bon, c'est pareil. Autant c'est un peu mieux sur l'Ethereum que sur le BTC dans le sens où on a des plus bas de plus en plus haut. Et des plus hauts de plus en plus haut. Donc là, ça se tient. En soi, c'est une hausse assez timide, mais qui se tient. Maintenant, il faut enfin qu'on casse les 1240. Voilà, si on casse ce niveau, c'est bon, ça devrait repartir pour aller chercher notre objectif, notre TP1 et le TP2. On verra ça en temps et en heure. Pour l'heure, voilà, là c'est la même chose. Divergence, elle a été validée. La divergence qui a été validée, eh bien, vous mettez ici facilement votre stop loss à break-even, même légèrement stop loss win, je pense. Vous pouvez le remonter. Et essayer d'aller chercher les 50%. Voilà, là rien n'a changé. Je trouve que la configuration est un peu plus propre que sur le BTC. En données 4 heures, on végète un peu moins déjà. On tente une reprise haussière un peu timide, mais on est quand même sur des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut aussi. Donc ce qui caractérise la tendance haussière. Donc là on est sur un début de reprise haussière. Maintenant on a une résistance, je dirais pas interne, mais une résistance intermédiaire plutôt. Juste ici, c'est pas un gros niveau clé, mais on voit que le marché quand même manque de conviction, car là on a une petite résistance qui est pas bien violente
et on a du mal à la breaker. Tandis que celle-là, les 1412, c'est un gros niveau et le marché va mettre du temps à mon avis. Voilà pourquoi, grosse prise de bénéfice ici et garder un reliquat pour le bonus si on parvient à franchir MM200, 1412. Mais là pour l'instant le plan reste inchangé. Et je vise toujours les 1412 à court terme sur ce marché. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.